Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui ensemble dans cette vidéo pour faire un type bac de géométrie dans l'espace. Donc normalement tu devrais être en terminale en spécialité maths, en train de réviser un devoir en fin de chapitre ou encore de réviser ton épreuve de bac. Alors aujourd'hui on va donc corriger ensemble un exercice tombé en 2022 en France métropolitaine et c'était le sujet 2. Regarde donc maintenant le sujet que je te propose. Alors c'est un sujet assez classique, pas hyper compliqué mais quand même complet. Alors celui qui veut vraiment s'entraîner en mode devoir, il met pause, il fait l'exercice tout seul comme un grand. Alors dis-toi que c'était fait pour 1 heure, un exercice comme celui-ci. Si tu peux mettre un peu moins qu'1 heure, c'est quand même mieux. On va dire dans l'idéal entre 30 et 45 minutes, pour ceux qui sont plus affûtés encore moins. Mais sinon, voilà, si tu es quand même en mode un peu en galère, mais que tu arrives à faire les choses avec du temps, dis-toi que tu as une bonne heure pour faire cet exercice-là. Alors, avec les autres, on va prendre point par point, question par question, ensemble, et essayer de faire les petits rappels quand cela est nécessaire. Et on commence donc par la première question. Une question assez classique, j'espère tu sais bien faire. C'est une question où on te demande dans un repère qui est dans le cube qui était proposé ici, on te demande de déterminer les coordonnées de points. Alors, je vais dessiner un cube et on va regarder ensemble ces coordonnées au cas où tu galérais un peu. Donc, les points E, F, G, K qui sont sur ce graphique, E ici, F là, G à cet endroit et K ici. K étant défini comme étant égal au milieu du segment BC. Donc, ici, on est dans un cube unitaire, c'est-à-dire que les longueurs mesurent 1 en unité de longueur, et on est dans ce repère A, AB, AD, AE. C'est-à-dire que A est l'origine du repère, AB est le vecteur directeur de l'axe des abscisses, AD le vecteur directeur de l'axe des ordonnées, et enfin AE celui de la cote. Ici, on a un repère orthonormé direct. Et pour déterminer les coordonnées, en fait, il te suffit de regarder en gros combien est-ce qu'il y a de AB, de AD et de AE pour chacun de ces points en partant de A. Donc, tu regardes ici dans ce repère pour le point E. Le point E donc ici. Est-ce que tu fais un déplacement selon AB? Ben non, tu n'en refais pas. Donc, lui, il aura 0. Ensuite, selon AD, c'est-à-dire un déplacement vers la profondeur ici, vers derrière. Tu vois bien que E, il est sur ta face de devant, donc pareil, il n'y a pas de coordonnées selon l'abscisse ici. Par contre, selon AE, tu en fais un, donc ici, tu as un. Bon, voilà en gros comment est-ce qu'on lit les coordonnées d'un point. On regarde comment est-ce qu'on se déplace selon ces 3 vecteurs qui me définissent la base. Alors maintenant, on va faire la même chose pour le point F. Tu vois bien que tu fais 1 selon AB, que tu fais rien selon AD. Donc déjà ici, on a 1 et 0. Et enfin, est-ce que tu te déplaces selon AE? Ben oui, c'est en haut. Donc ici, on a 1. Le point G, qui est ici derrière, on a clairement un AB. Ensuite, il est dans la profondeur sur la face du fond, donc on a aussi 1 selon AD. Et enfin, il est en haut, donc 1 AE. Et pour finir, le point K, qui est donc ici, en milieu de BC, on a 1 selon AB, donc ça, ici, on a 1. Ensuite, selon AD, ben, tu ne fais pas un AD complet, tu fais un demi, la moitié, donc 0,5 ou un demi ici. Et enfin, pour finir, est-ce que le point K est en haut? Ben, non, il ne l'est pas, donc ici, il y a 0. Donc voilà comment est-ce qu'on lit les coordonnées dans un cube. Alors j'espère que ça, tu captes bien, et si ce n'est pas le cas, ben, je t'invite un petit peu à t'entraîner là-dessus parce que c'est pas hyper compliqué, et souvent dans les exos, il faut que tu apprennes à lire les coordonnées pour pouvoir faire la suite. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Alors maintenant, on arrive à la question 2, question à laquelle on rentre dans la notion de vecteur normal. Et il faut montrer que n, donc de coordonnées 2 moins 2, 1, est un vecteur normal du plan EGK. Et pour ça, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur normal? On rappelle, c'est un vecteur qui est orthogonal à 2 vecteurs non collinéaires du plan. On retient bien cette phrase, mets-la dans une fiche à la limite, ça c'est le truc que tu vas rédiger. Et pour montrer qu'un vecteur et un autre vecteur sont orthogonaux, eh bien ton outil c'est le produit scalaire. Donc tu vas calculer le produit scalaire entre n et 2 vecteurs non collinéaires de ton plan EGK. Donc sur ton plan EGK, c'est à ça que les coordonnées qu'on a fait juste avant servent. Et donc on va faire par exemple le vecteur EG, le vecteur EK, on s'assure que ce n'est pas collinéaire. Et ensuite, on fait nos 2 produits scalaires. Alors
on le rédige et on le met en place. Alors voici la rédaction que je te propose et que je te conseille d'essayer de mettre sur tes copies ou quelque chose qui ressemble évidemment. Donc on va dire que n, vecteur normal de EGK, en gros, si et seulement si n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de EGK. Donc on prend le vecteur EG et on prend le vecteur EK. Donc je te rappelle, pour faire les coordonnées d'un vecteur, tu fais celle de G moins celle de E. Donc ça veut dire qu'on a 1, moins 0, 1, moins 0 et 1, moins 1. Et pareil pour EK, 1, moins 0, 1 demi, moins 0 et 0, moins 1. On s'assure rapidement, parce que c'est pas demandé, mais c'est toujours plus propre, la non-collinéarité de ces deux vecteurs-là, c'est-à-dire qu'on voit que le rapport de ça sur ça est différent de ça sur ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de proportionnalité, il n'existe donc pas de réel K, tel que EG est égal à K fois EK. Les vecteurs ne sont pas collinéaires, ils définissent donc une base du plan EGK. Donc maintenant, on va faire les deux produits scalaires. Et là, je te rappelle que pour le produit scalaire, quand on a les coordonnées, c'est l'idéal, c'est le plus simple. On fait la formule analytique. C'est-à-dire qu'on va faire xx' plus yy' plus zz'. Donc n scalaire EG. Tu prends n, tu prends EG, ça va te faire 2 fois 1. Ensuite, plus moins 2 fois 1, donc moins 2 fois 1. Et ensuite, plus 1 fois 0. Alors, 2 moins 2 plus 0, ça fait 0. Donc, on peut conclure que n est orthogonal à EG. On en a déjà un, mais ça ne suffit pas. Un vecteur normal doit forcément être orthogonal à deux vecteurs. Un seul, ce n'est pas suffisant. Donc, on passe au deuxième. N scalaire EK, donc EK est ici, n est là, donc ça fait 2 fois 1, donc 2 fois 1, voilà pour le xx', plus moins 2 fois 1 demi, hop, donc moins 2 fois 1 demi, et enfin, 1 fois moins 1, donc plus 1 fois moins 1. 2, moins 1, ça fait 0. Impeccable. On a donc n qui est orthogonal à EK. Donc le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan EGK. Alors, conclusion, n est un vecteur normal du plan. Maintenant, on arrive à la troisième question. Donc, regarde dans l'énoncé, on en est au moment où on nous demande en fait une équation cartésienne du plan EGK. Donc voilà un petit rappel qui n'est pas nécessaire et clairement pas nécessaire de faire sur ta copie, mais histoire d'être sûr que tout est clair pour tout le monde si tu es en train de réviser ton bac. Notre plan EGK défini par 3 points EG et K avec les vecteurs EG et K non collinéaires. Et un vecteur normal n, on a démontré juste avant que le vecteur était normal au plan. Donc, on va dire que ce plan ici, c'est l'ensemble des points M tels que n scalaire EM égale 0, ce qu'on a dit juste avant. Alors, prenons ces deux vecteurs-là comme les vecteurs EG et EK. Et ça, c'est le vecteur normal n. Eh bien, tu vois bien que si n est un vecteur normal au plan, eh bien forcément, il est orthogonal à tous les vecteurs de ce plan. Donc, au final, si je prends un point E, comme ce que j'ai pris ici, et un point M quelconque, ailleurs dans le plan, eh bien, E, M sera toujours orthogonal au vecteur n. C'est pour ça qu'on peut définir et caractériser vectoriellement le plan EGK comme l'ensemble des points M, vérifiant n scalaire EM égale 0. Et c'est ce qui va te permettre de déterminer l'équation cartésienne avec une première phrase de rédaction un petit peu comme celle-ci. Alors je te le rédige. Donc la petite phrase de rédaction que je te conseille toujours de mettre sur tes copies, sur tes devoirs et même en entraînement histoire d'en prendre l'habitude. Le plan EGK est l'ensemble des points M tels que EM scalaire n égale 0. Ça te permet juste de dire que tu prends un point M de coordonnées x, y, z quelconque. Et donc EM scalaire n, eh bien tu le retranscris ici avec la formule du produit scalaire. Donc EM les coordonnées du vecteur EM, n les coordonnées du vecteur n et 0 pour le résultat. Et en fait, en appliquant donc encore la formule analytique du produit scalaire, tu vas voir que tu vas tomber sur l'équation cartésienne qui t'est demandée dans l'énoncé. Et tu vas tomber très rapidement dessus. Donc ici, ça fait ça fois ça. Donc en fait, 2x plus ça fois ça. Le plus et le moins, hop, ça se transforme en moins. Donc moins 2y. Et enfin, plus un facteur de z moins 1 égale 0. Bon, là en fait, tu es direct, je vais enlever les parenthèses et tu vas voir qu'on va tomber directement dessus. Donc 2x moins 2y plus 1z moins 1 égale 0. Alors peut-être qu'à l'école, ton professeur dit, bon je mets devant les x, y, z les coordonnées du vecteur normal qui est ici, c'est-à-dire 2, moins 2, 1, donc ce qu'on a mis ici, et il te met plus d. Et enfin, après, il dit,
mettons à la place des x, y, z les coordonnées de E ou de G ou de K, peu importe, ça marchera, ça donnera le même résultat. Donc admettons avec E, 0, 0, 1, tu remplaces tes x, y par 0 et ça par 1, et ça te donne z plus d égale à 0, donc z égale moins 1. Peut-être que c'est fait comme ça à l'école. Alors, ça marche très bien, au bac, tu auras tes points, mais sache que ça fait pas preuve d'un grand raisonnement, mais on applique une méthode de cuisine sans trop savoir pourquoi. Alors que là, au moins, tu raisonnes et tu montres bien que tu as compris ce que c'est qu'un plan et comment c'est défini. Après, tu fais la méthode qui plaira à ton professeur. Donc voilà pour l'équation cartésienne du plan. Ça c'est fait. Si tu veux t'entraîner, je te mets un petit lien là-haut. Tu peux aller travailler ça sur déterminer les équations cartésiennes de plan. Alors maintenant, on passe à la suite, à la question 4. Donc pour la question 4, on est face à une représentation paramétrique de droite. Et pour définir une droite, je te rappelle qu'il faut une direction et un point. Et on nous dit que cette droite D, elle est orthogonale au plan EGK. Bon bah ça donne la direction, il faudra voir comment du coup. Et elle passe par F, et ça nous donne le point. Donc représentation paramétrique, je te rappelle qu'il faut un vecteur directeur, un point. Bon bah le vecteur directeur, il va falloir voir comment est-ce qu'on obtient le vecteur directeur d'une droite orthogonale à EGK. Et le point on l'a, c'est F, c'est-à-dire les coordonnées qu'on a ici. Fais toujours un petit truc comme ça là sur un brouillon pour marquer les données que tu as, parce que tu vas toujours aller piocher dedans. Ça c'est hyper pratique à faire quoi. Donc, on va faire encore un petit dessin pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà un plan, ici le plan EGK, défini par un vecteur normal et un point, on avait pris le point E tout à l'heure, et la droite D que l'on cherche, c'est-à-dire la droite qui est orthogonale au plan et qui passe par F. Donc, si ça, ce sont les deux vecteurs directeurs du plan, et que ça, c'est la droite, ça nous donne un truc comme ça, en gros. Eh bien, on peut voir que un vecteur directeur de la droite est clairement collinéaire à un vecteur normal du plan. Donc, le fait de dire que la droite est perpendiculaire au plan EGK, eh bien, ça nous permet de dire que n est un vecteur directeur de la droite. Donc, on a clairement un vecteur et un point avec f. Donc maintenant, on peut déterminer la représentation paramétrique de la droite. Donc, on rédige maintenant cette question et on dit que la droite D, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z, donc toujours l'ensemble des points de l'espace, tel que, eh bien, f, point de la droite, et m, l'ensemble de tous les points de la droite, sont collinéaires au vecteur u, qu'on a appelé maintenant n, puisque la droite est orthogonale au plan. C'est-à-dire, si fm et n sont collinéaires, ça veut dire que les vecteurs sont proportionnels, et qu'il existe donc des réalités, telles que fm est égal à t fois n. Ça, c'est ce qui te permet de définir et de caractériser vectoriellement parfaitement une droite dans l'espace. Donc maintenant, je te rappelle que la représentation paramétrique que l'on obtient, eh bien on marque x, y, z qui correspondent en fait aux coordonnées de tous les points qui sont sur la droite. Puis on se retrouve avec ici les coordonnées du vecteur normal n, c'est-à-dire celles qu'on avait ici, 2, moins 2, 1. Et enfin, ici les coordonnées du point f, c'est-à-dire 1, 0, 1. Et on n'oublie surtout pas le t appartient à R. Et je te rappelle que la représentation paramétrique de la droite, on l'obtient en faisant l'égalité de ces deux coordonnées qu'on a à gauche et à droite, et on fait passer les coordonnées de f à droite, et ça marche tout à fait comme ça. Si tu veux aller voir un cours là-dessus, tu verras, ça te mettra les idées au clair si c'est pas hyper clair pour toi, ça. Alors maintenant, on arrive à la question 5. Je te remontre où on en est, et on cherche à faire la projection orthogonale du point F sur le plan EGK. Et on nous donne d'ailleurs les coordonnées. Comme ça, au pire, si tu n'y arrives pas, tu peux passer à la question suivante si tu bloques en devoir ou au bac là-dessus. Donc, pour déterminer les coordonnées d'un projeté orthogonal, reprenons le petit dessin qui est ici. C'est-à-dire que là, on cherche à déterminer les coordonnées du point L, là, sachant qu'à cet endroit-là, hop, on a projeté orthogonalement, c'est-à-dire dans une direction perpendiculaire, orthogonale, vers le plan. Donc, on a pris F et hop, on l'a projeté sur le plan EGK. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver les coordonnées de ce point L? On sait que la droite, elle est définie comme étant perpendiculaire ou orthogonale au plan. Donc, on sait que la droite et le plan sont sécants selon un point. Et on sait que la droite est perpendiculaire au plan, donc le projeté orthogonal de F sur le plan, qu'on appelle L, ce n'est rien d'autre que le point d'intersection entre la droite D et le plan.
Donc il suffit de faire l'intersection de ces deux ensembles. Donc petite phrase de rédaction, on dit que le point L, projeté orthogonal de F sur EGK, vérifie donc L égale EGK inter D, l'intersection entre les deux. Donc les coordonnées de ce point L sont donc solution de l'égalité en gros des deux ensembles. Et on a d'une part une représentation paramétrique de droite pour la droite D, et pour le plan on a cette équation cartésienne. Donc en fait il suffit de mettre un système avec la droite et le plan, et ensuite de résoudre ce système-là. Donc première étape, eh bien, on va remplacer les x, y, z ici par les x, y, z qui sont là. Ça va nous donner une équation où seul t sera l'inconnu. Donc maintenant la substitution dont je te parlais ici, c'est-à-dire les x, y et z remplacés par les x, y, z de la droite, je te les ai mis là, et puis tu développes tout et tu cherches à isoler t. Donc ça te fait 4t plus 4t plus t, 9t. Ensuite ici tu as 2, là tu as 0, donc ça te fait 9t plus 2 égale à 0, donc 9t égale moins 2. Tu divises par 9, donc t est égal à moins 2 neuvièmes. Maintenant que tu as ça, eh bien tu prends cette valeur de t et tu viens la mettre dans la droite, dans ce que tu avais obtenu ici. Ça te donne les coordonnées du point L. C'est-à-dire qu'on a donc 2 fois moins 2 neuvièmes plus 1, 5 neuvièmes. Puis ensuite moins 2 fois moins 2 neuvièmes, 4 neuvièmes. Et enfin pour finir, moins 2 neuvièmes plus 1, donc 7 neuvièmes. Autant dire les coordonnées qui étaient proposées dans l'énoncé. Donc ça c'est bon, on a fait juste. Alors maintenant on arrive à la question d'après, la 6e question, et on nous demande de calculer la longueur LF. Donc, on va calculer la longueur tout simplement avec la formule de la norme. Donc, petit rappel sur ta formule de seconde auquel on vient rajouter la cote, c'est-à-dire le calcul d'une norme. Donc, soit tu fais ton vecteur LF et après tu le calcules, ou alors tu le fais directement en disant que ça fait XF moins XL au carré, pareil pour Y, pareil pour Z. On remplace les coordonnées de F et de L grâce à ce qu'on a marqué ici, au moins on ne se perd pas, avec L qui est là et ensuite F qui est ici. Donc ça te donne 1 moins 5 neuvièmes au carré pour les x, puis 0 moins 4 neuvièmes au carré pour les y, et enfin 1 moins 7 neuvièmes au carré pour la cote. Donc maintenant, ici, tu fais ta réduction au même dénominateur. 9 moins 5, ça fait 4, donc 4 neuvièmes au carré, ça fait 16 sur 81. Puis ensuite ici, moins 4 neuvièmes au carré, ça fait aussi 16 sur 81. Et enfin, 9 moins 7, 2, et 2 neuvièmes au carré, ça fait 4 sur 81. On regroupe tout ça, on a donc 16 et 16, 32, et 4, 36. 36 sur 81 sous la racine carrée, mais tu sais que racine de 36, ça fait 6, et que racine de 81, ça fait 9. Puis ensuite, tu simplifies, on trouve donc la longueur LF qui vaut 2/3 en unité de longueur. Alors maintenant, on arrive à la question 7, et à la question 7, on vient dans le calcul d'air et de volume. Donc maintenant, allez, on va reprendre un petit peu le dessin et regarder ce qu'on peut faire. Donc maintenant, on nous demande de calculer, dans un premier temps, l'aire de EFG, c'est-à-dire ce triangle qui est en haut, le demi-carré. Donc pour calculer l'aire d'un triangle, je te rappelle que la formule, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 2. Donc, à nous de choisir la bonne base et la bonne hauteur. Clairement, vu que EFG est un triangle qui est rectangle en F, eh bien on va tout simplement dire que c'est EF fois FG divisé par 2. Donc maintenant, on remplace dans le calcul base fois hauteur divisé par 2 ou encore 1/2 de base fois hauteur, sachant que EF et EG sont les mesures des côtés ici du carré qui sont dans le cube de côté 1 en unité de longueur. Donc on a EF égale FG qui vaut 1, donc ça fait 1/2 fois 1 fois 1, donc encore 1/2. Et on peut même marquer ici en unité d'air. Alors maintenant on passe au volume de EFGK. Alors l'énoncé te le rappelle, en général ils le font, mais tâche de la connaître quand même. Volume d'un tétraèdre, c'est 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. De façon générale, tout ce qui est pointu comme ça, tétraèdre, cône, pyramide, tout ça, toujours 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. Donc à nous de choisir la bonne base et la bonne hauteur. Dis-toi que l'énoncé te fait pas faire une aire d'un triangle pour rien derrière. Donc tu regardes dans ce tétraèdre ici que je t'ai tracé en bleu, eh bien tu peux choisir plusieurs bases et donc à chaque base il est associé la hauteur. Et la hauteur, ça correspond à la longueur entre la projection orthogonale du sommet vers la base. Donc ici, on a clairement tout intérêt à venir choisir comme base EFG, parce que de toute façon on a EFG, on a FEK, on a FGK et enfin on a EGK. On a toutes ces bases possibles. Mais on va aller choisir celle qui nous convient le mieux, c'est-à-dire celle déjà qu'on a déjà faite, EFG, et celle dont la hauteur est facile à calculer, puisque la hauteur
par rapport à la base EGK, ben c'est la hauteur issue de K. Et tu vois bien que la projection orthogonale de K sur le plan EFG, eh bien ça n'est rien d'autre que la droite qui est ici et qui correspond en fait à une longueur qui est celle de l'arête FB par exemple. Donc en fait on a tous les éléments ici pour le mettre en place. Donc maintenant j'applique la formule en remplaçant, donc 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur que je t'avais déjà marqué, 1/3 de l'aire de EFG fois la hauteur H que maintenant je t'ai dessiné, c'est-à-dire la projection orthogonale de K sur le plan EGH, ça nous donne cette petite droite là qui correspond en fait exactement à celle-ci mais au milieu du carré qui est sur la droite. Donc l'aire de EFG on l'avait ici, c'était 1/2 en unité d'aire et ensuite H c'est la longueur entre K et le point qui est là-haut, la projection orthogonale de K sur FG qui est le milieu de FG, ou encore la longueur BF, avec BF qui vaut la hauteur petit h et donc qui vaut 1. Et donc là, tu n'as plus qu'à faire ton calcul, 1/3 fois 1/2 fois 1, 1/3 fois 1/2, ça fait 1/6 en unité de volume. Bon, voilà pour le calcul du volume après avoir fait l'air. Ça, normalement, c'était pas hyper compliqué. Maintenant, on arrive dans une question assez classique, celle où on va utiliser le volume, non pas pour le calculer parce que c'est déjà fait, mais pour calculer l'aire d'un triangle qui me constitue une des bases. Alors, ici, eh bien, il s'agit de la question suivante où on nous demande de déterminer et d'en déduire l'aire du triangle EGK. Et tu vois bien que EGK, en fait, c'est aussi une base. Donc, lorsqu'on va faire 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur, eh bien, si on connaît le volume, quand on cherche la base, il ne reste plus qu'à connaître la hauteur. Et la hauteur, on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était la longueur entre le sommet et la projection orthogonale de ce sommet sur la base, c'est-à-dire la projection orthogonale de F sur EGK. On réfléchit un peu. Projection orthogonale de F sur le plan EGK, on l'a fait tout à l'heure et ça nous a donné le point L. Donc en fait, c'est la longueur LF qu'on a calculé. Bon voilà, il n'y a plus qu'à regrouper les questions précédentes et c'est vraiment là l'intérêt de tout marquer ce que l'on a fait avant, puisqu'on a la longueur, on a les coordonnées, on se rappelle de ce qu'on a fait, il n'y a plus qu'à le mettre ensemble. Donc même ici on rédige un petit peu comme d'habitude et on dit, d'après la question 5, L est le projeté orthogonal de F sur le plan EGK, ce qui permet de justifier que LF, qui vaut 2/3, correspond à la mesure de la hauteur issue de F du tétraèdre EFGK. Ensuite, d'après la question précédente, ce tétraèdre, on a déterminé son volume, qui vaut 1/6 en unité de volume. Donc ça veut dire que la formule de 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur, on la reprend, mais avec cette fois-ci comme base EGK et comme hauteur, LF. Donc on obtient le volume qui vaut 1/6, ça revient donc à 1/6 qui vaut 1/3 de l'aire de la base qui est EGK fois la hauteur LF qui vaut 2/3. Bon tu vois bien qu'il ne reste plus qu'à déterminer l'aire de EGK et donc tu multiplies ça, ça te fait 2/9 et ensuite tu fais passer ton 2/9 de l'un côté et tu simplifies et donc on obtient l'aire de EGK qui vaut 3/4 en unité d'aire. Donc ça c'est un grand classique, prendre le volume d'un tétraèdre de deux façons différentes, une pour le calculer et une autre pour calculer soit une aire, soit une longueur. Ici c'était pour une aire. Et on arrive à la dernière question de ce type bac. La dernière question de ce type bac, je te le remets ici. Donc tu peux voir qu'on nous définit les nouveaux points. L, le milieu de EG, en fait c'est le L de tout à l'heure, mais là, donc milieu de EG, puis M, milieu de EK, et enfin N, le milieu de GK. À partir de ces 4 nouveaux points, on nous demande maintenant de venir déterminer un nouveau volume. Non pas le volume de tétraèdre qu'on avait qui était EFGK, mais cette fois-ci de FLMN. Donc en fait, tu vois que c'est un tétraèdre qu'on est venu contracter avec un facteur 1/2 sur les valeurs de l'aire de la base, c'est-à-dire EGK. C'est pas pour rien qu'on est venu faire EGK juste avant. Et là, en fait, il faut que tu te souviennes d'une bonne vieille formule de collège qui te donnait en fait des coefficients de contraction, de dilatation sur tes longueurs, tes aires et tes volumes. Donc, si les longueurs sont multipliées par un coefficient K,
que k soit plus grand que 1, dans ce cas-là on augmente, ou que k soit plus petit que 1, dans ce cas-là on diminue, ici on aura k égale 1/2, eh bien si tu te souviens, les aires sont multipliées par k au carré et les volumes par k au cube. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de venir prendre le passage de l'aire de EGK à l'aire de LMN. Et à partir de cette aire-là que l'on va obtenir par une contraction d'un facteur 1/2, on va pouvoir recalculer l'aire du volume du tétraèdre avec encore 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. Allez, on le présente. Donc là, je te mets un dessin un petit peu plus qualitatif de ce que l'on doit faire et tu vois le cube de départ, tu vois les points LMN qui sont placés et ensuite on a donc le volume du tétraèdre qui apparaît, FLMN, que l'on doit déterminer. C'est-à-dire encore en faisant 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. Alors la base ici, clairement on va choisir LMN parce qu'on vient de faire EGK comme je t'ai expliqué, il y a un lien entre les deux. Puis ensuite, la hauteur, la hauteur, forcément on doit aller chercher sur le sommet qui est opposé à cette base, c'est-à-dire F. Et donc on fait la projection orthogonale de F sur la base qui est le plan LMN, et tu vois que le plan LMN, c'est en fait le plan EGK, celui sur lequel on travaille depuis le début de l'énoncé. Donc en fait, LMN et EGK, ce sont deux plans qui sont parfaitement confondus. Donc au final, la projection orthogonale de F sur LMN, c'est la projection orthogonale de F sur EGK, autant dire le point L. Donc ça, on a déjà fait, ça veut dire que la hauteur, on sait que c'est LF qu'on a déjà fait tout à l'heure. Il ne nous reste plus maintenant qu'à calculer donc l'aire de LMN. Donc on rédige un petit peu ce que l'on met en place. Une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a expliqué que la projection de F sur LMN, c'est le point L. Donc la hauteur vaut la longueur LF, c'est-à-dire 2/3. Maintenant, on passe donc à l'aire de LMN, avec LMN qui est une réduction du triangle EGK d'un facteur k égale 1/2. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à dire que l'aire de LMN, c'est l'aire de EGK fois 1/2 au carré. Et donc 1/4 fois 3/4. Je te rappelle qu'on avait trouvé 3/4 juste avant ici. Et donc 1/4 fois 3/4, ça fait 3/16 en unité d'air. Bon maintenant c'est bon, on passe à la fin. Volume de FLMN qui vaut 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. Et donc ici, c'est sympa, il y a pas mal de choses qui se simplifient. On a le 3 qui s'en va là, et on a le 2 qui se simplifie avec le 16 où il me reste ici un 8, et 3 x 8, 24, donc 1/24e d'unité de volume. Voilà, ça c'était la question qui, je pense, a posé problème à pas mal d'élèves, notamment tous ceux qui ne se sont pas souvenus déjà des facteurs de contraction ou de dilatation pour les calculs d'air, et puis ceux qui n'ont peut-être pas vu aussi à la question d'avant pour déterminer l'aire de EGK en prenant le volume d'une façon différente. Je pense que c'est peut-être les questions qui ont dû poser un petit peu de problème dans ce type bac. Tout le reste était vraiment ultra classique. Donc j'espère que tu es bien arrivé à le faire, que tu as bien compris tout ce que l'on a fait et que celui qui s'est mis dans son coin à le faire a bien réussi chacune de ces questions et que celles sur lesquelles il a bloqué, mais maintenant il a bien compris. Je t'invite à les refaire si tu as bloqué dessus plusieurs fois pour que ça rentre avant l'épreuve, ton devoir ou ton bac. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de bien réviser. Si tel est le cas, merci de me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à nous développer, puis à venir activer la cloche pour t'abonner et être au courant des futures vidéos qui vont sortir et t'aider à réviser. Puis ensuite, je t'invite à mettre un petit commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé et à nous partager auprès de tes amis. Donc merci d'avance pour ça. Puis tu peux nous retrouver sur notre site internet avec des partages de méthodes de travail, des abonnements et des ressources spécialisées. Puis sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je t'invite à nous retrouver dans d'autres vidéos et je te souhaite de bonnes révisions. Allez, à plus, ciao!